J'ai fabriqué un serveur NAS à plus de 600 € de matériel, alors qu'il en existe déjà des tout faits, beaucoup plus simples. Donc forcément, la question c'est, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Avant d'aller plus loin, c'est quoi exactement un NAS? NAS pour Network Attached Storage. C'est simplement un ordinateur connecté à notre réseau qui permet de stocker et d'accéder à des fichiers depuis n'importe quel appareil, photos, vidéos, sauvegarde. Donc c'est un peu comme un cloud, mais chez soi. Et la différence, c'est qu'on contrôle tout, et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire pour ce projet. Au cœur du système, une Zimaboard 2 qui va faire tourner tout le serveur. Je remercie d'ailleurs la marque qui me l'a envoyé gratuitement. Je vous mets toutes les infos en description. Il y a moins 15 $ avec le code WILLOW15. Pour le stockage, 2 disques de 4 Tera qui seront configurés en RAID 1 pour sécuriser les données. Le principe est simple, chaque fichier que j'enregistre est automatiquement copié sur les 2 disques. On appelle ça un miroir, ce qui veut dire que si un disque tombe en panne, les données sont toujours disponibles sur l'autre. Par contre, il y a un compromis. Avec 2 disques de 4 Teraoctets, j'ai pas 8 Tera utilisables, mais seulement 4, vu que la moitié de l'espace sert à sécuriser. Donc c'est moins de stockage, mais beaucoup plus de sécurité. Ensuite, on a un ventilateur de 120 mm pour gérer la température du boîtier, contrôlé grâce à un capteur de température, le DS18B20. C'est peut-être un peu overkill, car à la base c'est une sonde waterproof, mais c'est ce que j'avais de plus fiable sous la main, sinon c'était un vieux DHT22. Le tout piloté par un DA Mini qui ajuste la ventilation en fonction de la chaleur, grâce au PWM du ventilo. Comme tout le système fonctionne en 12 volts, j'utilise un convertisseur pour alimenter les composants en 5 volts, et j'ai aussi ajouté quelques LED WS2812B. Donc au final, on a un système assez compact, mais surtout complètement personnalisé. Avant de tout assembler, il y a quand même un truc important à comprendre. Tout le système est alimenté en 12 volts à partir d'une seule alimentation, et à partir de là, je redistribue l'énergie vers tous les composants. La Zimaboard est alimentée directement en 12 volts, et elle alimente aussi les disques durs via les connecteurs SATA. Mais pour les autres composants, j'ai besoin de 5 volts, donc j'utilise un convertisseur pour passer de 12 à 5 volts, ce qui me permet d'alimenter le D1 Mini, les LED et le capteur de température. Le ventilateur, lui, reste en 12 volts, mais il est contrôlé par le D1 Mini grâce à un signal PWM, donc au final, tout part d'une seule source, mais chaque composant reçoit ce dont il a besoin, et c'est ça qui rend le système à la fois simple et modulable. Maintenant que tout le système est défini, il reste le plus important, réussir à tout faire entrer dans un seul boîtier. Et très vite je me rends compte que c'est pas juste une boîte avec des composants dedans, parce que déjà les disques durs prennent énormément de place, faut gérer le stockage, la carte mère, la ventilation, mais surtout je voulais pouvoir changer les disques facilement. Donc j'ai conçu un système sous forme de tiroir, avec un alignement parfait pour le SATA, et ça c'est probablement la partie la plus critique du projet, parce qu'au moindre décalage ça rentre pas et ça risque aussi d'abîmer les connecteurs. Et pour une fois je suis assez content, tout fonctionne du premier coup. Non, non, ça n'arrive jamais, ce genre de choses. En réalité, j'ai dû faire pas mal de tests pour arriver à cet alignement. Avant de lancer les impressions, il restait une décision importante, le choix des matériaux. Au début, j'ai prototypé certaines pièces en PLA, mais pour un serveur, c'est pas forcément le meilleur choix entre la chaleur des disques et le fait que le système tourne en continu. Du coup, pour toute la structure, je suis parti sur de l'ABS renforcé en fibre de verre. C'est plus rigide, plus résistant à la chaleur et beaucoup plus adapté pour ce genre de projet. Les tiroirs qui maintiennent les disques, eux, sont en ABS classique, parce qu'ils demandent surtout de la solidité et un peu de flexibilité pour l'usage. Et pour les faces, je suis resté en PLA, tout simplement parce que j'avais plus que ça. Normalement ça ne devrait pas trop bouger, mais bon, au pire des cas je réimprimerai en PETG. Par contre, l'ABS classique et l'ABS GF demandent quand même quelques précautions à l'impression, enclosure fermée, bonne adhérence, et quelques réglages, même si globalement ça reste relativement simple à imprimer. Pour les faces du boîtier, je voulais un rendu un peu différent. Un truc à la fois léger, solide et surtout visuellement intéressant. Du coup j'ai utilisé une technique assez simple mais ultra efficace. J'ai supprimé les couches supérieures et inférieures dans le slicer et j'ai laissé uniquement un remplissage à 50% en grille. Résultat, l'imprimante ne créait plus de surface pleine, uniquement la structure interne. Ça donne cet effet quadrillé avec des micros ouvertures sur toute la surface. Et au-delà du style, ça a quand même plusieurs avantages. Déjà, dans un premier temps, ça permet de laisser passer l'air naturellement. Donc c'est pas mal pour un boîtier avec des disques durs dedans. Ensuite ça réduit le temps d'impression et la quantité de matière. Et puis du coup ça donne un look vraiment sympa. Par contre, qui dit ouverture dit aussi poussière. Donc c'est un petit compromis, mais je tâcherai quand même d'être vigilant et de faire le nécessaire si je vois que c'est trop problématique. Petit disclaimer, évitez à tout prix d'imprimer des filaments chargés en fibre de verre ou carbone avec un AMS. C'est des filaments qui sont abrasifs et qui sur le long terme usent les tubes PTFE et les engrenages d'entraînement du filament. Moi je l'ai fait ici parce que j'avais pas d'autre solution sur le moment, et surtout j'en avais pas pour 50 heures d'impression.
J'en profite au passage, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, on est une petite centaine, on parle d'impression 3D, d'électronique, du DIY, tout ce qui va avec, je vous mets le lien en description. Maintenant que j'ai tout, première étape, mettre les inserts filetés. Ensuite, je m'attaque à la face arrière en ajoutant un connecteur d'alimentation. Puis je continue avec le ventilateur. Je coupe le câble avec le connecteur qui dépasse, c'est utilisé pour faire une chaîne de ventilo, donc dans mon cas j'en aurais pas besoin. Puis je le fixe à son emplacement. Je récupère la pièce maîtresse de ce projet, la Zimaboard. Je retire les 4 vis du dessous, puis je les remplace par les miennes qui sont un peu plus longues, ça va me permettre de la fixer à la base. Avec la Zimaboard, on a une seconde boîte, les accessoires. Elle contient les câbles SATA pour brancher les disques durs, un petit ventilateur et le bloc d'alimentation avec plusieurs adaptateurs. Là où ça pose problème, c'est que j'avais prévu d'utiliser l'alimentation et le connecteur de la Zimaboard pour alimenter tout le boîtier, en le branchant au connecteur que j'ai fixé sur la face arrière, et donc utiliser un autre connecteur pour alimenter la Zimaboard, sauf que celui que j'ai choisi, il rentre pas. Donc je les coupe tous les deux et je les inverse. Une fois fait, je peux continuer tout l'électronique. Contre toute attente, le cable management est inexistant. La base étant terminée, je peux passer à toute la structure qui va tout maintenir ensemble. Je colle des aimants pour maintenir les clapets des disques durs fermés. Je visse les connecteurs SATA. Tout va reposer sur des tiges auxquelles j'ai ajouté des inserts filetés de chaque côté. Je les mets dans mes racks à disque dur. On n'oublie pas de faire passer le capteur de température au milieu et de le clipser. J'accroche la face arrière en la faisant prendre dans les extrémités des tiges. L'assemblage se passe comme prévu. Vous sentez le truc venir? J'ai oublié de faire le trou pour le passage du câble Ethernet. Bon, le trou est pas fou, je tâcherai de faire un cache plus tard. Petit coup d'aspi et c'est reparti. Pour terminer, je visse la face du dessus. Et voilà le résultat. Il me reste à ajouter les disques durs. J'ai pris 2 Seagate Iron Wolf. Ils vont venir se clipser dans ces pièces oranges imprimées en ABS. Je peux maintenant les insérer dans le serveur et l'alimenter.
toute la partie contrôle, j'ai simplement flashé ESP Home sur le D1 Mini. Ça me permet de l'intégrer directement dans Home Assistant et d'avoir un retour en temps réel sur la température, de contrôler la vitesse du ventilateur et même de piloter les LED. J'ai aussi mis en place une automatisation pour adapter la vitesse du ventilateur en fonction de la température. Bon, je me suis pas vraiment attardé plus que ça sur cette partie-là, parce que ma prochaine vidéo sera justement un petit peu plus dédiée à tout ça. Là, l'objectif, c'était surtout que tout fonctionne correctement. Une fois tout assemblé, il reste à transformer ça en un vrai serveur. Pour ça, je suis allé sur CasaOS via l'IP de la Zimaboard qu'on peut retrouver dans les appareils connectés sur le réseau. J'ai fait la configuration de base et ensuite on arrive sur le dashboard. On peut voir en haut que le système a reconnu les disques. Donc je clique sur Gérer. Ça me propose de créer un stockage. Puis je peux choisir la configuration que je veux, soit en single use ou en RAID. Pour ma part, je vais choisir en RAID 1. Je sélectionne les disques. Je nomme le stockage. Puis je fais créer. Et nous voilà avec un serveur NAS fonctionnel. L'interface est super simple et permet d'installer des applications en quelques clics. CasaOS intègre directement un explorateur de fichiers, donc je peux accéder directement à mes données depuis le réseau. Je peux transférer des fichiers, et tout ça depuis n'importe quel appareil. Et surtout, je peux aussi faire tourner plusieurs services en même temps. Home Assistant, Plex, Jellyfin, etc. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Pour moi, oui, mais pas pour les raisons qu'on pourrait croire. La Zimaboard, c'est pas juste un truc pour transférer des fichiers, c'est un vrai mini-ordinateur capable de faire tourner plusieurs services en même temps sans problème. Et pour ça, c'est une excellente base, même pour se faire un petit home lab. Donc dans ce contexte-là, ça vaut clairement le coup. Par contre, si l'objectif c'est juste de stocker des fichiers, il existe des solutions beaucoup plus simples et surtout beaucoup moins chères. Et moi, tout ce que j'ai ajouté autour, le D1 Mini, les LED, le système de ventilation, c'est complètement optionnel. La Zimaboard peut fonctionner juste avec des disques durs. Il propose même un rack en aluminium avec 2 slots pour les disques durs. Donc on peut avoir un serveur qui fonctionne parfaitement sans tout ça. Au final, le vrai intérêt, c'est pas juste le résultat, c'est de pouvoir construire quelque chose exactement comme on le veut. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve très vite pour la suite.